Laisse-moi parler un peu le témoignage qu'on a fait à Bruxelles. Vous savez, vous connaissez Bruxelles, c'est aussi votre capitale, hein, c'est la capitale de l'Union européenne. Hein. La France est encore membre de l'Union européenne et j'espère que la France va rester membre de l'Union européenne. Et Bruxelles est une ville-région. 1,2 million d'habitants, 162 km carrés. On a une particularité que la Belgique est un pays assez petit. Vous le savez, hein, ça prend 1 heure et on est en France, 1 heure on est aux Pays-Bas, 1 heure on est en Allemagne, Luxembourg, et avec le train, même 1 h 20, on est à Londres. Comme ça, on est assez petit et ça s'explique que chaque jour, il y a 375 000 nafteurs flamands et wallons qui arrivent à Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez le mot nafter. Je suis d'origine irlandophone, je dois dire ça, et parfois j'ai tendance de... comment dire ça, je vais changer votre langue un peu de temps en temps. Et on m'a dit que nafter n'existe pas vraiment en France, mais nafter c'est commuter en anglais. Ça veut dire quelqu'un qui va travailler où il n'habite pas. Et puisque la Belgique est un petit pays, on a quand même presque 400 000 nafteurs qui viennent chaque jour à Bruxelles. Et ça, c'est une bonne chose puisqu'on est la capitale et on veut que les gens viennent chez nous. Mais il y a une particularité, la moitié d'entre eux font ça en voiture. Et en plus compliqué maintenant, seuls dans leur voiture, individuellement. Et ça veut dire qu'on a chaque jour beaucoup de voitures qui veulent entrer en Bruxelles au même moment, avec une personne dedans. Parfois, je pense, quand il y a de vie extraterrestre, et je pense qu'il y a de vie extraterrestre, hein, on ne doit pas trop penser qu'on est le seul, hein, qui regarde vers la planète Terre, il doit se poser des questions, puisqu'il faut dire, c'est quoi ça avec les êtres humains, hein? Pas seulement à Bruxelles, partout. Chaque matin, il entre dans une petite boîte, capacité de transport 5 personnes, 4-5 personnes, il y a une personne dedans, et il faut transporter de l'air. En termes économiques, où tout le monde parle d'efficience, efficacité, efficience, c'est complètement pas efficient. Et en réalité, on pourrait résoudre nos embouteillages en Bruxelles si on pourrait convaincre 1 sur 5 des nafteurs de partager la voiture. Finalement, la solution de problème des embouteillages autour de nos villes, Bruxelles, Paris, Lille, parfois, c'est simple. C'est obliger les gens, inciter les gens, de partager la voiture. Ça, c'est l'avenir. Partager. Mais on n'y arrive pas. On arrive peut-être un temps où on va le faire. Comment on va le faire? Alors, Bruxelles, vous connaissez tous Bruxelles. Qui n'était pas encore à Bruxelles entre vous? Mon Dieu, on est populaire. Alors, vous connaissez Bruxelles, et je suis sûr que quand vous allez visiter Bruxelles, vous avez eu l'expérience de dire combien de voitures. Bruxelles était une ville de voitures. Après la guerre mondiale, la Belgique, Bruxelles en particulier, on a voulu être moderniste. Pour rien, on est le pays de Corbusier. Corbusier est belge. Et des idées comme ça, la modernité, c'est la voiture partout des autoroutes. On a même des plans à Bruxelles qui tirent l'autoroute d'Anvers jusqu'à la Grand Place. C'est pas une blague, hein? Ils ont voulu faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre? Ils ont fait des viaducs, ils ont fait des tunnels, ils ont atterri toutes les voitures, mais ils ont oublié que la ville ne peut pas gérer ça. Et au début, ça va dans les années 58, après l'exposition mondiale à Bruxelles, la première après la guerre, tout ça. Mais aujourd'hui, on a tiré trop de voitures en ville qui bloquent tout. Et en plus, 95% du temps ne roule pas, hein, puisque c'est encore une autre particularité. 95% du temps, des voitures en ville ne roulent pas, avec pas seulement des embouteillages, mais aussi une mauvaise qualité de l'air. Et alors, Bruxelles, après la guerre, a choisi la voie de la voiture. Jusqu'il y a 20 ans, il y a les voitures sur la grande place, stationnées, parquées. Maintenant, ça c'est fini. Hein. Mais c'est assez récemment, les 10 dernières années, une des grandes batailles que moi j'ai dû faire, c'est libérer les places des voitures à Bruxelles. Place Flagey, place Roger, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Maintenant, au milieu, les grands boulevards, sans voiture. Au début, tout le monde est contre. Ils ont crié à moi, dans les rues de Bruxelles, retourne vers la Flandre avec ton vélo. On ne roule pas à vélo à Bruxelles. Oh, ils ont crié ça comme ça. Aujourd'hui, il y a encore certains qui disent ça, hein, mais la majorité dit on veut plus de pistes cyclables maintenant. Il faut beaucoup plus. On n'a pas assez. La mentalité a changé. Et en réalité, pendant 10 ans,
On a changé le paradigme de Bruxelles d'une ville pour des voitures vers une ville pour des gens. Et une des choses que moi j'ai appris à Bruxelles est qu'on ne doit pas parler de voiture, mobilité. Puisque quand tu entres dans une salle et tu vas dire aux gens, il y a un problème de mobilité, il faut moins de voitures à Bruxelles, ils vont immédiatement penser, ne touche pas à ma voiture. Puisque le lobby des automobilistes, pendant 40 ans, enfin l'industrie des voitures, ils ont entré dans notre DNA, y compris le mien, hein, ma voiture, ma liberté. Ma voiture, my ticket to my girlfriend. C'est ça qu'ils ont fait, hein. Et aujourd'hui, la réalité est, c'est pas ma voiture, ma liberté, c'est ma voiture, mon embouteillage. Ça, c'est la vérité. Mais leur machinerie est tellement grande qu'il arrive encore à vendre cette rêve. Et en même temps, on voit que le lobby des cyclistes et piétons est très diverti. Quand quelque chose qui arrive, ils ont besoin d'une semaine pour prendre une position. Quand moi j'ai pris une mesure dans la tête de certaines anti-voitures, dans les 10 minutes, le lobby voiture a dit non, non. Les cyclistes, il faut les mobiliser pour faire une réaction. Je fais ça souvent, hein. C'est pas normal, hein. Et là, il faut une autre manière d'approcher. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas parler de voiture, mobilité, problème de mobilité. Il faut parler de qualité de vie, qualité de l'air. Ça change complètement le débat. Puisque quand tu dis à quelqu'un dans la rue, et moi je suis cycliste moi-même, hein, je roule moi-même, ça c'est une autre leçon, je vais continuer mais je vais encore dire ça. Quand un homme politique parle comme moi, il y a une chose absolument qu'il faut faire, practice what you preach. Quand je demande aux gens d'abandonner la voiture, de prendre le transport en commun, de rouler à vélo, je dois le faire moi-même aussi. Et j'ai fait ça. Et au début, les gens me disaient, qu'est-ce qu'il fait dans le métro? C'est vrai, hein, tu as quand même une voiture, un chauffeur? C'est vrai, je peux avoir un Audi A6, hein. Je sais pas, hein, j'ai un Audi A3. Hein. e-tron, hein. Hybride électrique. Mais j'ai pris le métro, je prends le métro, je roule à vélo moi-même. Et comme cycliste, je sais que dans la ville, les gens disent bonjour un à l'autre. Quand tu es cycliste, hein, chaque matin, tu vois forcément les mêmes gens. Vous savez comment les automobilistes disent bonjour le matin? Pas prendre de photos, hein. C'est complètement différent. La manière on vit la vie urbaine est complètement différente. Et une des fonctions essentielles de la vie urbaine est de la rencontre humaine. Et dans la petite boîte, on ne se rencontre pas. Et quand tu es dans une voiture, tu n'achètes rien dans un magasin. Tu ne vas pas boire non plus dans un café, dans une voiture. Tu veux passer à un point à l'autre le plus vite. Et surtout les hommes, mais de plus en plus de femmes aussi, hein, se consortent comme des rois sur la voiture. Hein. Alors, il faut changer ça. Il faut parler aux gens alors de qualité de vie. De dire, quand tu roules à vélo, quand tu te promènes en milieu urbain, tu vois des gens. Et en plus, c'est bien pour la santé. Je n'ai pas de ventre. Hein. C'est bien pour la santé. Et en plus, quand tu parles de qualité de l'air, les gens trouvent ça quand même important. Et là, j'ai appris aussi de ne pas parler en termes abstraits. Souvent, les hommes politiques, les experts vont dire « Ah, vous savez, c'est terrible, la mauvaise qualité de l'air, on va vivre 6 mois moins. » Mais attends, en même temps, tu entends sur le journal, les êtres humains deviennent jamais dans l'histoire, ils ont atteint un âge tel que 85 ans, c'est ça quelque chose maintenant en moyenne. Quand on va te raconter, d'une part, tu as la vie très longue jusqu'à 85 ans, et d'autre part, il faut dire, à la mauvaise qualité de l'air, tu vas vivre 6 mois moins. Quelqu'un à sa télévision dit, allez, 84 et demi ou 85. C'est quoi la différence, hein? Tu comprends? Mais, quand tu fais ça notre face aux qualités de l'air, quand vous dites, les enfants urinent la pollution. On a fait ça en Belgique. La télévision a, ensemble avec nous, ils ont fait des tests de tous les enfants à l'école pour uriner. Ils ont constaté que les enfants urinent la pollution. Tout à coup, le monde était trop petit. Puisque les enfants, c'est l'avenir. Et tout à coup, les gens ont compris, attends, la qualité de l'air, c'est pas seulement vivre 6 mois moins. La qualité de l'air est aussi que mon enfant a des problèmes respiratoires. Une beaucoup plus grande chance d'avoir asthme.
Et pire, que son développement cérébral va retarder dû aux mauvaises qualités de l'air. Et on sait tous dans le milieu urbain, la qualité de l'air, c'est voiture et chauffage, principalement. Par conséquent, il faut agir. Et là, quand tu parles qualité de l'air, qualité de vie, ça devient complètement un autre débat. Et là, il faut parler alors des objectifs. Et la mobilité, transport en commun, vélo, piéton, devient un moyen. Alors c'est ça, changer le paradigme par changer la langue aussi. Première grande leçon que moi j'ai appris. Qu'est-ce qu'on a fait à Bruxelles? C'était pas facile, hein, pour être clair. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai parti toujours de l'idée qu'il faut du temps. Et qu'un homme politique doit oser et assumer. Mais malheureusement, on vit aujourd'hui dans les temps où c'est de plus en plus compliqué. Il y a les médias qui aiment les conflits. Chaque 48 heures, un autre conflit avec un gagnant et un perdant et de préférence beaucoup de sang. C'est vrai. Un homme politique qui change d'opinion, c'est un con. Il n'a rien compris. Non, changer d'opinion, c'est pas grave. Quand il y a des arguments, des chocs des idées, jaillit la lumière. C'est une de mes phrases en français que j'adore. Hein? Et aller à l'idéal et comprendre le réel. Ça, j'aime aussi. Hein? Changerait. Hein? Et alors, on doit pouvoir changer. Mais les médias, il n'aime pas ça. Il veut des gagnants, des conflits, toujours conflits. Il simplifie les choses énormément. Mais on sait tous, en termes de mobilité, réaménagement, changer le comportement des gens, c'est pas simple. Ça demande d'explications. Et de plus aujourd'hui, dans les médias, tu peux parler en 30 secondes. Quand tu parles plus de 30 secondes, soit ils coupent, ou soit ils vont te demander de reformuler ton message. Compliqué d'expliquer tout ça. Médias, premier problème. Deuxièmement, en général, ils disent il faut suivre les gens. Moi, il ne faut pas mal comprendre, je ne suis pas un petit dictateur caché. Hein. Je ne veux pas être, comme dit ça, un despote éclairé non plus. Hein. Il faut la participation. Il faut écouter les gens. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Mais les gens veulent aussi des hommes politiques qui prennent des décisions et qui assument. Et c'est la raison pour laquelle le titre qu'on m'a demandé de donner, c'est rendre les gens heureux contre leur volonté ou contre leur gré. Puisqu'on est tous à la recherche de happiness. Et dans la politique, il faut avoir une vision, une ambition, une conviction, expliquer aux gens et agir. Et ta politique, des mesures concrètes que vous faites, doit en réalité être l'exemple de ta vision, doit montrer en réel ta vision. Et comme ça, on peut avancer. Et là, on arrive à l'essence même de la démocratie. Quand vous avez des mauvaises idées, ou les projets ne sont pas bons, les gens ne vont plus voter pour toi. Ça, c'est la sanction démocratique. Mais par contre, quand les projets sont bons, qui sont de qualité, les gens vont aimer. Et je peux vous donner quelques exemples à Bruxelles qui ont montré ça. Ça ne voulait rien dire, tram neuf à Bruxelles. Pendant 20 ans, il y a de pas parler. Au moment où moi je suis venu, avec le maire de municipalité de Jet, une commune de Bruxelles, et pour régler les problèmes de mobilité presque automobile, on était convaincus qu'il fallait tramifier une ligne de bus. Qu'est-ce que ça veut dire tramifier? Je dois expliquer, il m'a dit, puisqu'il a dit que ça n'existe pas en français, mais moi j'adore ce mot tramifier. C'est de transformer une ligne de bus existante vers une ligne de tram. Tout le monde était contre. Tout le monde était contre. Je me souviens encore, une salle un petit peu plus grande qu'ici, le double de personnes, très chaud, 85-90% de gens étaient contre le tram. Il y avait même la police dans la salle pour nous protéger. Hein. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. 2 fois avec un tram. Hein. Et j'ai convaincu. À la fin de la réunion, j'avais vu que l'opposition était 65%. J'ai dit dans le maire de cette municipalité, écoute, on a quand même basculé 30%. Et j'ai fait ça moi-même, hein, puisque mes prédécesseurs, ils ont envoyé un fonctionnaire d'expliquer. Et après, le fonctionnaire explique, déjà, excuse-moi pour les fonctionnaires, hein, mais je suis fonctionnaire moi-même, d'origine de bas, mais c'était encore ancien style, ingénieur, personne ne comprenait quelque chose. Tout le monde est contre. Et j'ai rien contre les ingénieurs, pour être clair. Mais ils ont parfois tendance à expliquer un peu trop. Hein. Et laisse pas rêver les gens. J'arrive tendance avec le rêve qui est important en matière. Et explique, je dis, allez, on a quand même pu basculer, on doit aller. Il a dit, on va aller.
Pendant des années, tout le monde était contre, mais on a continué, puisqu'on croyait vraiment que c'était nécessaire. Et tout le monde jetait, engueulait, on a dit, on va le faire, on le croit. C'était fini. Le roi est venu inaugurer. Déjà, la place, plein de gens. Le roi était très étonné. Plein de gens. Une semaine après, on a dû augmenter la fréquence de ces lignes de tram. Plein. Tous ceux qui étaient contre étaient dans le tram. Et que vous voulez savoir encore plus aujourd'hui ce que les gens disent? Oh, j'ai quand même une très bonne idée, moi. Hein. C'est eux qui disent, pas moi, hein, mais eux. Hein. Ils disent le tram, c'est moi qui ai eu l'idée. Ça, c'est bien. Comme ça, évoluent les gens. J'ai encore d'autres exemples comme ça. Un autre que je vais donner exemple. Si vous étiez récemment à Bruxelles, vous avez sans doute vu qu'au milieu de la ville, devant la bourse, l'autostrade urbaine qui était là n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas, vous avez déjà vu hein, le pitonnet, le fameux pitonnet à Bruxelles. C'est l'idée avec laquelle je suis entré en politique en 2003 à Bruxelles. Je suis d'une certaine manière un père de ce pitonnet. Au début, les gens étaient contre, qui étaient pour les bobos, on dit, hein, les bobos flamands, hein, les Dansaar-Vlamingen, hein, on dit. Ça vous dit rien, mais il s'appelle en Flandre, vous savez, c'est un peu compliqué la relation, la Flandre avec Bruxelles. Et les néerlandophones flamands qui habitent à Bruxelles, s'ils n'aiment pas trop en Flandre, ils vont dire que ce sont des bobos, hein, les Flamands de Dansaar, puisque vous connaissez la rue Dansaar, c'est où les magasins de mode sont ça, hein, ils trouvent qu'on est un peu espèce de trahisseur, comment on dit ça en français, qu'on a trahi un peu la Flandre en visant à Bruxelles. C'est un peu compliqué en Belgique aussi pour le moment, c'est pas seulement la France, hein, c'est un peu chez nous aussi, un peu compliqué. Et eux étaient pour, mais beaucoup de gens étaient contre. Finalement, on a pris la décision. La majorité était contre. Une minorité était pour. Aujourd'hui, si vous voulez dire à un Bruxellois, on va abolir le pitonnet, retourner les voitures, tu es tué sur place. Tout le monde trouve ça génial. Même que c'est encore un peu bordel, puisque les travaux, ça a duré trop long, c'est mal exécuté, puisque la municipalité qui a dû le faire a mal géré le truc, c'est autre chose. Mais maintenant, plein de gens. Vous savez la bonne nouvelle, plein de jeunes. 18, 20, 25, 30. Les hyper riches de Waterloo, la Hulpe, ils ne viennent plus. Mais ils vont revenir. Puisque maintenant, sur le boulevard, plein des opérations immobilières sont en train de se faire. Puisque le secteur immobilier a compris. Beaucoup de gens, beaucoup d'achats. Beaucoup de consommation. Et comme ça, un autre exemple qu'il faut oser. Alors, moi je pense alors qu'il faut de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, rendre les gens heureux contre leur volonté. Mais pour arriver à ça, il y a autre chose. Et maintenant j'arrive aux ingénieurs. Il ne faut jamais venir vers les gens avec un plan. Puisque les gens ne savent pas lire des plans. Même beaucoup des hommes politiques ne savent pas lire un plan. Il faut montrer des photos. Un rêve. Je donne un exemple. Si vous voulez partir en vacances et vous allez vers une agence de voyage et vous dites, je veux aller vers un pays tropical. L'agence de voyage ne va pas vous expliquer, ah, attention, il faut prendre l'avion, mais ça pollue. Il faut être à temps à l'aéroport, ça peut être en retard. Et ensuite, il faut faire attention. Il explique toutes les choses. Non, qu'est-ce que l'agence de voyage va faire? Montre une photo des îles tropicales avec le sable blanc, un ciel bleu, un cocktail et un homme et une femme en bikini ou en maillot de bain. Ou sans rien. Ça dépend de l'agence de voyage. Et alors, les gens en rêvent. Le reste, il faut découvrir. Trop souvent dans la politique, surtout les social-démocrates. Moi, je suis social-démocrate de base, hein, mais c'est un peu spécial. Hein. Les social-démocrates bruxellois trouvent que je suis libéral. Je suis un peu tout, hein, si je peux le dire, mais je suis cosmopolite, je pense, hein, urbain. Mais aujourd'hui, c'est déjà aussi un honte d'être cosmopolite urbain. Hein, ça, c'est aussi déjà un peu compliqué. Mais heureusement, à Bruxelles, on peut être encore cosmopolite et urbain. Mais surtout, les social-démocrates, ils ont tendance à expliquer tout en problème. Non, il faut montrer un rêve. Et quand on a fait tous nos projets de piétoniser les places, de piétoniser des rues commerçantes, on a toujours fait des photomontages. Comment ça va être? Et on a fait des petits trucs. On prend la situation réelle avec un ciel gris,
pluvieux. Et quand notre photo de simulation, ciel bleu, soleil, évidemment, des petits trucs comme ça, il existe. Mais les gens ont compris, un rêve. Et comme ça, pour changer la mobilité, il faut un rêve. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est laisser rêver les gens. Qu'est-ce qu'on a fait encore à Bruxelles? Quand je suis entré en fonction, les bus, les métros et les trams à Bruxelles, c'était en quelle couleur, vous pensez? Bleu, jaune. Comme dans beaucoup de villes européennes. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la couleur des bus, des métros, trams, sont presque toujours dans les couleurs qu'une personne ne va jamais acheter pour sa voiture. Jamais, sauf si c'est un peu farfelu. Hein? Jamais. À l'intérieur, tous les trucs pour garder comme ça en jaune. Hein? Quel jaune encore? Hein? Alors, moi je dis, ça c'est pas normal. Puisque tu vois un bus de métro-tram et tu veux entrer, tu dis, qu'est-ce que je fais entrer maintenant? Et qu'est-ce qu'on a dit? On va changer complètement. On va donner a car experience. Puisqu'en réalité, les gens aiment le luxe. Et on a dit, on va changer les couleurs des trams, bus, métro. Et je me souviens encore très bien au début, un journaliste m'a dit, mais attends, ça ressemble à une voiture. Et je dis, vous avez bien compris. C'était le but. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est gris, avec des couleurs, pas flashy, mais des couleurs chic. On a fait des sièges en cuir, de bois à l'intérieur, l'illumination indirecte, métal, pas homogène, différent. Et tu entres dans un tram, un bus, fais-le la prochaine fois que vous êtes à Bruxelles, un métro, vous voyez immédiatement, vous entrez dans le luxe. Évidemment, les critiques, puisqu'il y a toujours les critiques au début, maintenant ils sont complètement devenus fous, ils vont faire des sièges en cuir, ils n'ont jamais vu qu'ils vont vandaliser. Vous savez la réalité? On n'a plus de vandalisme. Les gens respectent, puisqu'on a donné du classe. Nos métro, tram, bus, aujourd'hui, c'est du classe. Ce n'est pas un truc que tu dis, mais qui va prendre ça? C'est un truc, je vais être là. Et on respecte alors, par conséquent aussi, les gens qui prennent le transport en commun. C'est aussi question de respect. Finalement, c'est un choix de partager. C'est un choix. Mais il faut il faut rémunérer ce choix, en donner de qualité. Ça, on a fait. Alors, à Bruxelles, on a eu un grand débat aussi. On a fait ça. Hein, maintenant, on fait un grand débat sur est-ce qu'on faut plus de métro ou pas. On va faire encore 1-2 lignes de métro à Bruxelles. Mais à côté de ça, on va surtout faire des trams. Un tram moins cher qu'un métro. Plus rapide qu'un métro. Et sauf qu'on est dans une ville hyper dense comme Paris, Londres, Berlin, même Bruxelles, c'est déjà limite pour le métro en termes de densité. Il faut choisir le tram. C'est moins coûteux, on peut transporter plus. Et là, c'est quelque chose, à mon avis, urgent pour les villes de Novon, puisque, d'une certaine manière, vous savez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes les villes européennes? On retourne vers le passé, back to the future. En 19e siècle, partout des trams, abolis. Partout des piétonniers, adore pour les voitures. Cyclistes, c'est quoi ça? C'est pour les Chinois. Hein? C'est vrai, non? On a dit tous, c'est pas la modernité. Voitures massives. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moins de place pour les voitures, plus pour les cyclistes, plus pour les piétons, plus pour le tram de nouveau. Hein? Chaque ville en France, beaucoup de villes ont réintroduit quand même le tram de nouveau. Et on retourne, et ça m'amène à dire que probablement dans les livres d'histoire, ils vont dire que la plus grande erreur que l'humanité a faite, c'est l'invention de la voiture individuelle. Pense à ça. C'est une erreur. Pendant une période, c'était facile, mais c'est une erreur. Et maintenant, on est en train de restaurer ça. Et comment on faut alors investir dans le transport en commun, investir dans les pistes cyclables séparées, sécurisées, surélevées, donner beaucoup de place aux piétons, parce que c'est notre leçon, je crois, qu'on peut tirer de toutes les politiques de mobilité de la ville, des villes, c'est de plus de place on donne aux voitures, de plus de voitures on va avoir. Le plus de place on donne aux cyclistes et piétons, de plus de cyclistes et piétons on va avoir. Juste avant les élections, on m'a déclaré fou. J'ai réduit l'entrée à Bruxelles et 40 de Leuven et de Liège avec 2 bandes. Ils ont dit maintenant, il va organiser les embouteillages partout. Même mon parti a dit, en Flandre, pas à Bruxelles.
Mais qu'est-ce que c'est la réalité? Il y avait moins d'embouteillage. Puisque c'est plus fluide. Et il faut oser supprimer en milieu urbain aussi les bandes. Puisque la réalité est aussi que la capacité automobilière n'est pas déterminée par les nombres des bandes, mais par les carrefours. Et par conséquent, on doit réduire énormément l'espace qu'on donne aux voitures au profit des piétons, cyclistes et des modèles de sharing. Puisque là, la Bruxelles a fait aussi, à côté d'investir massivement dans le transport en commun, on a aussi rendre possible que les Uber Bikes viennent. On a battu Londres, je suis toujours très fier à ça. Hein. Les Uber Bikes, les Steps, vous les avez peut-être pas si c'est autorisé à Lille, je ne sais pas, hein, même pas. Les Steps, les trottinettes, hein, on a car sharing, partage de voitures, on a tout ça. Et ça, c'est quelque chose, on doit investir énormément aussi et oser expliquer aux gens, quand ils roulent moins de 10 000 km par an, avoir une propre voiture est la plus grande sottise ou bêtise que tu peux avoir, tu peux commettre. Puisque quand tu roules moins de 10 000 km par an, tu perds de l'argent. Énormément. Mais là, on doit oser expliquer aux gens, puisque beaucoup de gens ne savent pas. Et ça, c'est une autre chose que je pense qu'on doit faire, c'est expliquer, stay focused, oser, et comme ça, tu peux changer les mentalités des gens. Peut-être encore une dernière chose, on m'a demandé de parler sur le less en irlandais. J'ai compris que vous dites, ça c'est quand même parfois amusant de voir la différence linguistique. À Bruxelles, on dit zone basse émission. Ici, vous dites zone faible émission, j'ai compris. Hein? Chez nous, c'est zone basse émission. On a introduit ça à Bruxelles il y a quelques années déjà maintenant. En Flandre, c'est Gand et Anvers qui ont fait ça. On voit un peu de plus en plus d'opposition maintenant des gens, puisque à Gand et Anvers, ils sont à Euro 4 pour les diesels qui ne peuvent plus entrer. Chez nous, c'est encore Euro 3. Mais on a décidé de le faire pour la qualité de l'air. Mais en même temps, et même un peu préalablement ou simultanément, on a investi dans des alternatives. Transport en commun, système de partage des voitures, de vélos, de trottinettes. Il y a des alternatives données aux gens. On donne une prime aux gens quand ils abandonnent leur voiture pour remplacer par un abonnement un transport en commun et vélo, même les deux, on donne les deux, pour inciter les gens à abandonner leur voiture. On a donné une période de transition pour laquelle les gens pourraient s'adapter, bien en avant communiqué, mais moi, je reste persuadé qu'il faut le faire. Puisqu'il y a seulement deux manières pour changer le comportement des gens. Infrastructure et portefeuille. L'avantage des mesures d'infrastructure, c'est que c'est très social. Ça vaut pour tout le monde, riche ou pauvre. Problème avec le portefeuille est, ça vaut aussi pour tout le monde, mais c'est quand même différent. Quand tu gagnes 5 000 € par mois ou tu gagnes 1 500 € par mois, c'est quand même une grande différence. Et là, il faut bien faire l'équilibre. Moi, je suis pour les deux, infrastructure et portefeuille. Mais quand tu commences avec le portefeuille, il faut avoir des alternatives aux gens. Puisqu'il y a des gens qui ont parfois besoin de leur voiture pour aller travailler. Et là, il faut donner une réponse à ces gens. Et la réponse doit être l'alternative. Alors, je résume. Moi, je pense que pour changer une ville, c'est très important d'avoir une vision et une ambition, de le bien expliquer et le bien visualiser surtout, d'être cohérent et en tant que politique, faire ce que tu dis aux gens de faire, toi-même, très important pour la crédibilité. Ensuite, participer, écouter les gens, mais écouter ne veut pas dire suivre. Oser aussi contre ce que les gens disent. Bien en expliquant pourquoi tu ne suis pas. Et ça, surtout pour ceux qui sont traditionnellement de gauche, n'oublie pas que les gens veulent être dirigés. Et encore une fois, je suis pour la participation écoutée. Il ne faut pas me mal comprendre. Mais à un moment, il faut prendre des décisions, assumer que tu as pris des décisions et stay focused. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Stay focused.
réaliser ce que tu as voulu réaliser. Et à la fin, quand c'est bon, les gens vont être heureux. Et alors, c'est pour ça que je dis, de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps, il faut oser rendre les gens heureux contre leur volonté avec des bons projets de qualité pour la qualité de vie, pour la qualité de l'air et finalement pour l'humanité. Merci pour votre temps et merci pour m'avoir invité. Merci bien.